Canalisation sur comment composer intelligemment avec la contrainte. Voilà le thème qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement du mois de mars de l'année 2021. Avant de le débuter à proprement dit, je tiens dans un premier temps à remercier les gens qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir des contributions financières via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal au fil des semaines et des mois. Donc, c'est toujours possible de le faire et vous allez avoir les coordonnées là, à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Et là-dessus, je vais aborder le sujet. Pourquoi composer intelligemment avec la contrainte? C'est ce que ça me dit d'aborder comme terme intérieurement. Donc, dans les prochaines minutes, comme à l'habitude, la petite mise en garde que je fais par rapport aux propos qui sont présentés, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même. Ne soyez pas naïfs. Et je vous ramène toujours à vous parce que c'est à vous qui avez à vivre avec l'information que vous captez de l'environnement. Et je vais débuter à proprement dit. Donc, je vais poser à la question au plan de la lumière, pourquoi composer intelligemment avec la contrainte, c'est un thème à aborder. Ce que ça me répond, c'est que moi, en tant qu'ego, j'accepte pas assez de composer avec les contraintes. Donc, j'ai souvent tendance à vouloir que tout soit fait selon mon désir, naturellement. Et c'est sans doute ce que vivent aussi certaines personnes d'entre vous. Et composer intelligemment avec la contrainte, donc si je pose la question au plan de la lumière, c'est quoi la pertinence de la thématique? Ce que ça me répond, c'est que tant que l'ego n'est pas totalement en harmonie avec la totalité de son être, il y a un décalage entre les deux. Et l'ego est soumis à une contrainte évolutive, c'est-à-dire un agenda auquel il doit se soumettre en vue de connaître une évolution et une montée de son taux vibratoire, car l'ego par lui-même ne va pas rehausser son taux vibratoire. L'ego peut... Oui, avec des techniques, par exemple, se calmer, faire de la méditation, relaxer, mais qu'il y ait un changement significatif du taux vibratoire de l'ego qui a connu la descente dans la matière et un état d'inconscience. Il ne peut pas remonter par lui-même, c'est impossible. Il doit avoir une infusion d'énergie qui provient du plan éthérique qui va lui rentrer dedans et qui va lui acheminer via certains événements. À travers les événements, une vibration qui va le renouveler, qui va le ressourcer. Et tout ce processus-là est extrêmement contraignant. Autrement dit, le processus du passage de l'involution à l'évolution, c'est une contrainte imposée à l'ego, un peu comme, par exemple, à un élève qui veut faire un cours en médecine. Et la personne est appelée à devenir médecin. Il faut qu'elle complète sur Terre, si on prend la situation en Occident, une formation universitaire très poussée. On parle d'un doctorat. Par exemple ici au Québec. Donc, c'est un petit peu le même principe. Si la personne est appelée à accomplir quelque chose au niveau de l'esprit, elle va être soumise à des contraintes en proportion pour intégrer les charges énergétiques qui vont lui permettre de manifester ce qu'elle a en situation de vie sur la Terre, si elle a à accomplir quelque chose à ce niveau-là. Composer intelligemment avec les contraintes, c'est pas évident parce que quand l'ego naît, habituellement, il n'y a pas de mode d'emploi avec lui et c'est souvent à travers de l'essai et l'erreur par rapport à des événements qui sont contraignants ou la découverte de l'existence de l'esprit qui est pas nécessairement une partie de plaisir parce que quand les gens sont dans la haute spiritualité, dans certains cas, ils vont idéaliser l'esprit pour le voir comme étant un ange qui est là pour veiller à son bien-être, lui faire plaisir, le dorloter, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'esprit est là pour amener l'ego à évoluer, c'est-à-dire à maturer, à changer de taux vibratoire et à monter en intelligence pour l'égaliser, lui.
Donc, l'ego ne subit pas un nivellement vers le bas dans son rapport avec l'esprit, mais plutôt un rehaussement de son état de conscience, et que l'ego devienne éventuellement aussi intelligent que l'esprit qui orchestre les événements dans son existence. Et qu'éventuellement, l'ego réalise toute l'intelligence qui est derrière tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, dans l'optique de l'amener à être ce qui est maintenant et à évoluer. Donc, en lien avec ça, ce que je veux aborder, moi, en tant qu'individu, c'est que la vie sur Terre, je la trouve très contraignante. Au moment où il produit cet enregistrement-là, on vit des contraintes qui sont quand même lourdes, là, en lien avec les mesures sanitaires, être à 2 mètres des gens, le port du masque obligatoire. Ensuite, il y a des restrictions par rapport aux gens qu'on peut visiter, par rapport aux régions aussi dans lesquelles on peut se déplacer, ainsi de suite. À quelle heure qu'on peut sortir dehors avec un couvre-feu. D'où la pertinence avec des contraintes comme ça qui sont liées à la civilisation. Ça, c'est un niveau de contrainte que l'ego peut subir par rapport à des formes qui lui sont imposées, par rapport au contexte socio-culturel dans lequel il se situe. Mais ce qui m'intéresse, c'est les contraintes qui proviennent de l'esprit. Parce que l'esprit, tant qu'il ne vit pas un état d'unité totale avec l'ego, il va être contraignant par rapport à l'ego. Donc, dans le sens qui va amener l'ego à travers certaines programmations à changer pour s'ajuster à lui. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que je veux aborder, moi, en tant qu'individu, c'est mon rapport à l'esprit, parce que, dans le fond, je vis une communication interne, comme plusieurs personnes qui, dans le fond, sont en relation avec une dimension de leur être qui, dans le fond, est au-delà du plan physique. Et lorsque l'esprit s'est manifesté à ma conscience et que la communication interne s'est établie, depuis ce temps-là, j'ai la compréhension qu'à quelque part, en tant qu'ego sur le plan physique, il y a une dimension de moi-même qui est au-delà de ça. Et c'est sûr que, dans le fond, en tant qu'ego, je vais demander des choses à l'esprit. Parce que, en tant qu'ego, je vais être heureux sur le plan physique, être capable de jouir pleinement de la vie. Mais ce qui arrive souvent, c'est que je pose des questions. Je vais vous donner un exemple très concret. Par rapport à telle personne, est-ce que c'est le temps d'entrer en contact avec elle puis de faire un enregistrement? Bon, mais ça me dit non. Et si je veux vérifier, est-ce que c'est réellement non? La vibration, c'est que c'est non. Des fois, en anglais, on dit double check. Je me revérifie des fois pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis des fois, ça me dit non. Puis des fois, je fais un test de réalité. Puis je vais discuter avec la personne. Puis finalement, la discussion n'est pas concluante. Ce qui fait que l'idée de base du non était l'idée qui était réelle. Mais ça, c'est un autre aspect aussi. C'est pas parce qu'on a une idée spontanément dans le mental que c'est nécessairement celle qui est valide. Et ce qui est particulier par rapport à l'esprit, c'est qu'il peut nous donner d'une manière momentanée accès à une capacité de voyance extrêmement grande, extrêmement précise. Mais lorsque ça sert son agenda, autrement dit, si les plans de la lumière et un esprit qui apporte un autre individu ont intérêt que l'ego soit conscientisé à des réalités occultes, que quelque part, il est possible d'avoir accès à de l'information qui est au-delà des sens physiques, à ce moment-là, les plans de la lumière peuvent permettre à un individu d'accéder à des informations qui, autrefois, lui étaient voilées. Et la personne a accès aux informations pour lui amener à réaliser que quelque part, il y a quelque chose qui est au-delà du plan physique qui existe. Et là, après ça, l'ego peut désirer des choses. Avoir accès à certaines informations, ça peut être les numéros gagnants à la loterie. Mais ça peut être dire intérieurement qu'il n'y a pas à gagner à la loterie puis devenir multimillionnaire ou que c'est pas le temps qu'il vive ça. Donc, l'ego ne fait pas ce qu'il veut. D'où l'aspect contraignant du rapport avec les plans de la lumière qui est extrêmement frustrant. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'individu qui vous parle et qui vit un contact avec l'esprit
pas obligé de me croire, là, mais en tout cas, moi, j'ai une expérience personnelle où ça me dit des choses à tout moment de la journée depuis plusieurs années. Ce que je réalise, c'est qu'en tant qu'ego, même si je fais des prises de conscience dans le temps, il y a toujours une dimension qui m'échappe. C'est sûr qu'en tant qu'ego, je vais vouloir commander au plan de la lumière pour que ma vie soit agréable en termes d'épanouissement financier, en termes d'épanouissement amoureux, d'épanouissement sur le plan de la santé, sur le plan de mon bien-être. Donc, je peux exiger des choses à l'esprit dans l'optique d'avoir une vie qui est agréable. Mais la finalité de l'esprit, c'est pas nécessairement ce que j'obtienne tout ce que je veux, mais c'est que j'évolue, que je me développe, que je connaisse une mutation énergétique, ce qui fait en sorte que si je demande des choses, puis c'est plus intelligent sur le plan vibratoire que je les obtienne pas parce que ça va m'amener à connaître un changement d'état psychique ou être moins naïf ou être moins fasciné par l'occulte, bien à ce moment-là, je n'obtiendrai pas ces choses-là. Par contre, en contrepartie, ben c'est extrêmement contrariant par rapport à l'ego. Donc, puis on peut vivre des expériences particulières de nature, avoir accès à de l'information occulte, mais qui ne sont pas nécessairement reproduisibles. Ce qui fait que par rapport à une vision scientifique qui implique, par exemple, la reproduction de quelque chose en laboratoire, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, des scientifiques vont dire, ben écoute, ce que tu parles, c'est pas reproductible en laboratoire, c'est de la fabulation, c'est des croyances fantaisistes que tu as. Ça n'existe pas. Sauf que le problème, c'est que la réalité occulte peut exister sans que cette dernière vise à être reproductible en laboratoire par le désir humain qui pourrait exercer un contrôle sur elle. Parce que c'est pas sous le contrôle de l'ego, ultimement, ce que l'ego expérimente. Je vais vous donner une illustration, un exemple concret, parce que je trouve ça très abstrait ce que je dis. Donc, je parle à un moment donné avec une personne qui me mentionnait, puis ça fait plusieurs reprises que ça arrive, qu'elle pensait à moi puis à une autre personne qu'on faisait une entrevue. Et par la suite, bien au même moment, on faisait en effet une entrevue. Et par la suite, c'est arrivé à quelques reprises. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, écoute, dans le fond, si toi, tu as la capacité de voir lorsqu'on fait une entrevue, ben à ce moment-là, tu m'écriras un petit message sur Internet pour me dire à quel moment nous allons procéder à une entrevue. Et à ce moment-là, ben, ça va nous permettre de tester ta voyance. Puis là, la personne, elle me dit, écoute, ça marche pas comme ça. Elle dit, c'est pas moi qui décide. C'est quand que j'ai l'information dans le mental, si vous faites une entrevue, ça vient tout seul. C'est-à-dire que l'information est acheminée à moi. Ben là, je me suis dit, ben ça te permettrait de vérifier ta capacité à percevoir là, cette information-là, de faire cette petite expérience-là. Mais là, ça revenait au principe qu'elle, en tant qu'ego, c'est pas elle qui décide d'avoir l'information, c'est que l'information peut venir à elle sans effort. Donc, c'est ça le point, c'est que des fois, on veut faire de la voyance, puis ça fonctionne pas, puis des fois, on veut pas, puis ça fonctionne. Fait que ça, c'est très contrariant. Très, très, très contrariant. Dans le sens qu'à un moment donné, on fait rien, puis il y a la pensée qui nous est acheminée dans le mental de parler au téléphone avec une personne, puis la personne nous contacte par téléphone au même moment. Bon, ben la personne ne fait pas d'effort, est en état de disponibilité et l'information lui est acheminée par elle, puis à un moment donné, la personne peut vouloir en tant qu'ego faire un effort. Moi, je veux que telle personne me téléphone, puis la personne ne téléphonera pas. Puis par rapport à cette expérience-là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'idée que les deux personnes se parlent simultanément, c'est parce que c'est autorisé au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que les deux esprits qui se rattachent aux individus ont permis à ce qu'il y ait un synchronisme particulier, qu'il soit mis une synchronicité particulière qui entre en opération, qui fait en sorte que les deux personnes parlent ensemble au téléphone. C'est-à-dire que l'idée dans le mental à ces deux individus-là est acheminée simultanément pour que la conversation téléphonique ait lieu.
Donc, c'est pas vraiment l'ego qui va avoir décidé ça. La personne qui appelle l'autre par téléphone, puis elle le fait en suivant une espèce d'intuition, puis l'autre qui reçoit le téléphone, c'est que ça se fait spontanément. Si les deux réfléchissent pas, ben ils suivent une ligne directrice qui va provenir d'une pensée non conditionnée par la réflexion qui va amener cette mise en contact des deux personnes, qui peut être en relation qu'une mise en contact des deux contreparties des individus sur le plan éthérique, leurs deux esprits. Mais par rapport à l'enregistrement, l'une des raisons que je veux parler présentement, c'est la frustration qui peut être vécue par rapport au fait que parfois on a accès à des informations occultes sans le vouloir. Mais comme les informations sont au-delà des lois du hasard, dans le sens des probabilités, dans le sens que si par exemple une personne, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas parlé, puis là, je pense à elle, puis elle pense à moi, puis elle me communique. C'est parce que là, à quelque part, c'est au-delà du hasard. C'est sûr que la question des probabilités, si quelqu'un appelle tout le temps la même personne le dimanche soir, puis là, il y en a une des deux qui appelle l'autre, ben là, ça devient probable. Il y a comme un conditionnement qui va dans ce sens-là, qui fait en sorte qu'on peut anticiper que ce type d'événement est court. Tandis que s'il n'y a rien qui prémédite ça, puis là, ça arrive, ben là, c'est parce que quelque part, c'est à un autre niveau que ça opère. Mais le point, puis peut-être que je dois arrêter à un moment donné. Moi, en tant qu'ego, j'ai peut-être à lâcher prise là, par rapport à tout ça, parce que j'ai la volonté, à quelque part, de... Toutes les études que je fais avec le supramental depuis plusieurs années, en tant qu'ego, j'ai toujours le désir d'orienter mon rapport à l'esprit pour amener l'esprit à me servir. Mais si ce que ça me dit intérieurement, c'est intéressant, puis c'est pour ça que je le parle en voix haute, parce que ces prises de conscience-là, en écrivant là, tout seul, là, avec de la musique, des écouteurs là, sur la tête, ça vient pas aussi clairement. Ce que ça me dit, c'est que tant que je peux vouloir quelque chose qui n'est pas en relation avec l'esprit et qu'il y a un désir qui est en décalage, ça ne se réalisera pas. Et l'esprit va faire interférence dans certains cas sur le mouvement pour pas qu'il s'actualise. Et c'est un petit peu circulaire, hein? Parce que pour que quelque chose au niveau de l'esprit puisse s'actualiser, pour qu'il y ait un commandement qui puisse s'actualiser au niveau de l'esprit, ben c'est parce que l'élément de l'objet du commandement provient de l'esprit, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si l'individu demande quelque chose qui est aligné avec sa contrepartie cosmique, par exemple, je veux être en santé, ou j'ai la volonté d'avoir une vie plus saine et d'agir en conséquence. Puis si ça provient de l'esprit, ben ça va s'actualiser. Mais si c'est un désir de l'ego en relation avec une influence astrale, avec du mémoriel passé ou de la peur d'être malade, ça ne va pas nécessairement s'actualiser. Si ça répond à un besoin réel plutôt qu'un désir, oui. Mais là, c'est subtil tout ça, parce que quelqu'un peut vouloir être en santé, puis ça va se réaliser. Dans un autre cas, la personne, au niveau de la forme, elle va faire la même affirmation, puis ça ne se réalisera pas. C'est pas pareil. Mais c'est comme l'histoire de dire « je t'aime ». Hein? Quelqu'un peut dire « je t'aime », puis au niveau vibratoire, c'est un amour qui est en relation avec la capacité de respecter l'autre être humain, tandis qu'il y en a un autre qui va dire à une autre personne « je t'aime », mais c'est à des fins de manipulation pour essayer de la séduire ou de lui plaire. Mais elle ne l'aime pas vraiment, c'est qu'elle cherche à établir un rapport d'influence auprès d'elle dans un esprit de calcul. Tandis que dans l'amour réel, il n'y a pas un esprit de calcul réflectif de l'ego parce que c'est le fruit de l'émission d'une vibration de l'être qui n'est pas trafiquée par le mental réflectif. Voilà. Mais c'est sûr que par rapport aux scientifiques, parce que moi, en tant qu'individu, je me suis intéressé beaucoup aux scientifiques qui, sur un plan pragmatique, sur un plan pratique, vont dire, ben écoutez, c'est bien beau là, de parler d'expériences paranormales, de télépathie, de voyance à distance, mais
à partir de toutes ces expériences-là qui sont rapportées par des médiums, des voyants, etc., qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement? Et est-ce que n'importe quel individu peut opérer ces expériences-là en utilisant sa volonté ou ses capacités ou développer des facultés psychiques pour les actualiser, ces expériences-là? Donc, avoir un contrôle sur elles pour qu'elles se produisent lorsque lui le veut. Et par rapport à tout ça, si je pose la question au plan de la lumière, la réponse c'est non. Puis là, à ce moment-là, je dis au plan de la lumière, à quoi ça sert qu'il y ait des gens qui vivent des expériences paranormales de voyance, de communication avec d'autres à distance, comme au téléphone, comme je disais tantôt, là, la personne pense à l'autre, parce que c'est m'arrivé souvent, puis je sais que c'est arrivé aussi à plein d'autres personnes, donc c'est pour ça que je fais référence à cette expérience-là, entre autres. Il y a eu des expériences très spécifiques. Je vous donne un exemple concret que j'ai vécu il y a plusieurs mois. J'ai une tante qui est décédée, donc dans ma famille. Et en soirée, j'avais été à un cours de yoga en personne. Et pendant le cours, je suis calme, hein, c'est le type de yoga yin en groupe avec de la musique douce, les lumières tamisées. Donc, je suis dans un état réceptif à l'intériorisation. Et pendant le cours de yoga, ça me parlait intérieurement par rapport à un hommage à faire en lien avec le décès de ma tante. Et c'était très fort, c'était très présent. Et une fois que je suis revenu chez moi après le cours de yoga, eh bien, j'ai discuté avec mon oncle et précisément pendant le temps du cours de yoga, ce qu'il me dit, j'ai eu l'inspiration pour écrire l'hommage suite au décès de ma tante, qui était en fait sa sœur. Et ça s'est fait au même moment. Donc, je l'ai capté à distance. Et ça, c'est un événement singulier, là, parce que des hommages par rapport à quelqu'un qui décède, la même personne, on n'en fait pas 36 000. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y en a juste eu... moi, j'ai parlé pour l'hommage, puis il y a eu mon oncle aussi. Mais le point particulier, c'est que l'idée, je l'ai eu au même moment que lui a écrit ça, mais pendant le cours de yoga, je n'étais pas avec lui au téléphone. Là, je l'ai appris par la suite. Puis là, c'est quand j'ai discuté avec lui ensuite que j'ai appris que c'est au même moment que j'ai eu l'idée de l'hommage qu'il a écrit l'hommage, là, puis que ça lui est venu par jet, l'inspiration. Donc, c'est comme si il y avait une entité dans l'occulte qui nous a acheminé simultanément l'idée qu'il y a un hommage qui est écrit en honneur à ma tante qui est décédée, que nous deux, on l'a connue. Et puis lui, il a tout simplement... On l'a tous les deux capté l'idée, sauf que moi, je faisais mon cours de yoga, fait que j'étais pas pour interrompre le cours pour prendre un papier puis un crayon puis prendre des notes. Ça aurait été impoli dans le contexte. J'étais mieux de continuer à faire mes mouvements de yoga. Mais l'idée était très présente dans ma conscience. Puis lui, il a écrit. Puis par la suite, il a fait l'hommage devant les membres de la famille par rapport à son décès là, dans une église. Donc ça a été un événement singulier, puis il y en a eu d'autres. Fait que ces événements-là m'amènent à réaliser qu'à quelque part, il y a des réalités occultes. Là, je suis rendu à 40 ans, puis j'ai vécu quand même plusieurs expériences de nature paranormale. Fait que là, les gens qui vont dire, de parler d'expériences occultes, télépathiques, etc., puis les scientifiques qui sont plus de type matérialiste vont dire, écoute, si on n'est pas capable de reproduire ça en laboratoire, ces expériences-là, ça sert à rien. Quelqu'un qui, dans le fond, est utilitariste, il va dire, il faut que ça me sert à quelque chose. Si ça me permet, quelqu'un qui est entrepreneur, le paranormal il doit me servir à faire plus d'argent, avoir une plus grosse entreprise, avoir des informations sur les bons placements à acheter pour augmenter par la suite mon rendement boursier, et ainsi de suite. Donc, avoir un souci très pratique, très pragmatique, concret. Sauf que le point, en lien avec les réalités occultes, ça ne fonctionne pas nécessairement avec le désir de l'ego, et c'est ça qui est emmerdant. Puis c'est ça que j'ai de la difficulté à accepter. Puis je me suis dit, si j'ai de la difficulté à l'accepter, c'est peut-être le cas là, de certaines personnes d'entre vous qui écoutez l'enregistrement. Donc, c'est une dimension occulte qui fait en sorte que
c'est sûr que l'idée, par exemple, de dire aux gens, ben, vous allez faire une cour, une formation d'une fin de semaine, puis là, vous allez apprendre à parler à l'occulte, puis par la suite, tous vos désirs vont être remplis parce que vous allez savoir commander à l'invisible ou actualiser la loi de l'attraction, puis là, par la suite, il suffit juste de visualiser, d'avoir une autosport de luxe, puis elle va être à la porte devant vous, chez vous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, l'être humain peut demander des choses à l'occulte puis ça se réalise. Mais là, ça, c'est tordu. Puis là, si ça ne marche pas tout le temps, c'est plate aussi. Donc, parce que si ça ne marche pas tout le temps, ben, les gens vont dire, ben écoute, ça fonctionne parfois puis d'autres fois pas, ben c'est parce que c'est lié au hasard. Mais là, si tu questionnes les plans de lumière, ben ça peut t'expliquer intérieurement qu'à certains moments donnés, c'est pas intelligent que tu aies accès à certaines choses parce que à ce moment-là, ça n'amène pas un changement de ton état d'être. Donc, si quelqu'un est orgueilleux puis il a tout ce qu'il veut, un peu comme un enfant qui est bébé gâté, l'enfant ne va pas nécessairement apprendre à écouter davantage les autres. Il va rester égocentrique. Donc, l'enfant, que les parents sont toujours après pour y acheter des jeux vidéo, puis il a toujours ce qu'il veut. Pourquoi que l'enfant ferait un effort pour, par exemple, améliorer ses notes lorsqu'il étudie? Si qu'il y ait des bonnes notes ou des mauvaises notes à l'école, il va avoir tout le temps les jeux vidéo qu'il veut parce que ses parents vont y acheter. Non, c'est pas nécessairement intelligent que l'être humain ait tout le temps ce qu'il veut, mais en même temps, ça peut être intelligent si l'être humain vit des expériences paranormales. Fait que c'est la raison pour laquelle il en vit, parce que ça peut l'amener à s'intéresser à autre chose, à s'intéresser entre autres à sa contrepartie cosmique. Donc, il y a des gens qui peuvent vivre des expériences de mort imminente ou de télépathie ou comment dire, comme la personne qui pense à une autre personne puis elle se fait appeler en même temps par téléphone, donc d'interconnexion à distance. Parce que au niveau de l'esprit, les distances physiques sur le plan biologique sont quelque part factices. Autrement dit, dans l'univers, il n'existe qu'une seule chose, et les physiciens quantiques l'ont démontré, puis ça se parle de plus en plus sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul champ quantique qui explique, par exemple, pourquoi que quelqu'un qui observe un objet ou un individu ou des particules élémentaires, que ça va interférer sur ça. Le simple fait d'observer quelque chose peut interférer, puis le simple fait que quelqu'un t'observe peut interférer sur toi. Et moi, la personne qui vous parle, le simple fait que des gens qui écoutent mon enregistrement vont interférer sur ma personne. Et le simple fait que je parle dans un micro puis il y a des gens qui écoutent ça, ça peut avoir une incidence sur leur vie et vice-versa. D'où l'importance d'avoir un souci éthique. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, et je le répète souvent dans mes enregistrements, l'importance que les gens, par eux-mêmes, y en prennent puis y en laissent, là, naturellement, surtout quand il y a des questions d'occulte qui se passent, là, qui sont des sujets qui sont abordés. Donc, autrement dit, il peut y avoir une personne à distance qui peut avoir envie d'entendre parler sur la manière de composer intelligemment avec les contraintes qu'on vit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter un peu partout, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, qui sont tannés, un peu comme moi, qui entrent en résonance avec ma frustration, ma contrariété de subir des mesures sanitaires depuis un peu plus d'un an, au moment où est fait cet enregistrement-là, en lien avec la crise du coronavirus, qui a commencé en 2020 puis en 2021 continue. Donc, de subir ces contraintes-là, c'est désagréable. Mais en même temps, c'est pas parce qu'en tant qu'égo, je vais participer avec d'autres personnes à une méditation mondiale pour que les contraintes disparaissent comme un claquement de doigts que ça va nécessairement disparaître parce qu'il y a d'autres forces qui entrent en considération. Et si c'est le désir de haute entité spirituelle de faire une méditation alors qu'elles n'ont pas un pouvoir de faire agir la matière en fonction de leur volonté, ben, ça demeure un vieux pieux. C'est sûr que les hautes entités spirituelles peuvent amener un état au niveau de l'âme plus stabilisé, plus calme, qui peut être agréable. Donc, quelqu'un peut faire une méditation mondiale pour favoriser la santé ou la paix dans le monde ou la résolution de la crise, qui peut être générateur d'un état de bien-être, un état de joie. Donc, c'est plus haut que la peur puis de l'anxiété.
Ça peut être très simple. Bon, ça peut être une méditation en lien avec le concept de la compassion bouddhique et avoir de la compassion pour les gens qui souffrent du coronavirus, qui souffrent des mesures, puis en venir à connaître un état d'autocompassion par rapport à soi, donc de bienveillance par rapport à soi, spirituellement parlant. C'est beaucoup plus sain que de se représenter comme étant une victime de la crise et de sombrer dans un état de déchéance psychique et d'impuissance triste, naturellement. Donc, ça peut rehausser le niveau en étant doux envers soi, en ayant une capacité de visualiser ça pour se donner à vivre un état d'être agréable, pacificateur de la conscience. Par contre, est-ce que c'est suffisant pour agir sur l'événement? La réponse, c'est non. Et c'est sûr que pour agir sur l'événement, pour pouvoir faire, il faut que la volonté d'action soit supportée par l'être. Ce qui m'amène à vous dire que si on ne connaît pas une résolution rapide de la crise du coronavirus, parce que les plans de la lumière ne l'autorisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas des événements pour que l'événement de la crise prenne fin. N'orchestre pas des synchronicités pour résoudre ça. Mais en même temps, ça me dit intérieurement, fais attention à la manière que tu tournes ça, parce que ce que ça me dit, c'est que... OK, ça me dit, nous autres, on ne veut pas nécessairement que vous connaissiez une crise du coronavirus. Par contre, ce qu'on veut, c'est que vous évoluez. Nuance. Donc, ce que ça me dit intérieurement, nous autres, on ne veut pas nécessairement que vous souffriez d'une crise, mais on veut que vous ajustez par rapport à nous. Et si ça prend de la souffrance pour que vous soyez plus ajustés par rapport à nous, ben, il va en avoir parce que la finalité, l'objectif, c'est l'évolution. Puis l'évolution représente un ajustement plus grand, un rehaussement de la transparence de l'ego et son ajustement par rapport au plan de la lumière qui peut passer, entre autres, par un état d'intériorisation qui s'approfondit dans le cadre d'une crise qui peut être propice à son isolation du collectif pour en connaître une redéfinition plus grande sur le plan individuel et un redaussement de sa conscience. Donc, dans certains cas, la crise peut servir, bien entendu, à des individus à s'individualiser à un niveau beaucoup plus vaste et à prendre une distanciation par rapport au collectif à travers, entre autres, une distanciation des rassemblements de groupe pour certaines personnes, mais ça, c'est selon le cas, là, c'est du cas par cas, mais le point, c'est que c'est intéressant. Les plans de la lumière ne veulent pas nécessairement qu'il y ait une espèce de crise mondiale ou que l'être humain souffre d'une situation de crise économique en plus d'une crise sociale. Mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils évoluent. C'est tout le temps le point, hein? C'est un petit peu comme, c'est intéressant sur le terrain que ça m'amène la pensée, parce que je pars tout le temps du principe la pensée vient d'ailleurs, puis en canalisant la pensée, on reçoit des informations. C'est un petit peu, ça me fait penser à mon rapport à l'entraînement physique. Moi, en tant qu'égo, ce qui m'intéresse, c'est d'être en forme physique, avoir une belle vitalité. Par contre, l'idée d'aller en salle d'entraînement, soulever des poids et haltères, puis connaître des douleurs musculaires avec des micro-déchirures, des filaments, des muscles, ça me plaît pas. Je trouve ça désagréable de transpirer dans une salle. Puis ça fait des années que je le fais. À un certain niveau, j'aime pas ça, mais j'aime le résultat, par contre, de ce que ça me donne. Comme par exemple, la sécrétion de l'hormone de l'endorphine d'une manière massive au sein de mon organisme, là, qui crée un état de bien-être en moi. Pour que les hormones soient sécrétées, en contrepartie, il faut qu'il y ait, à ce moment-là, que j'aie forcé des muscles, qu'il y ait des micro-déchirures, puis qu'à quelque part, dans le fond, ces hormones-là sont là pour compenser la douleur physique et sont générées en relation qu'une activité physique intense. Donc, on a à passer à quelque chose dans un certain sens qui peut être désagréable pour connaître par la suite un état de bien-être lorsqu'on sort de la salle d'entraînement qui peut se poursuivre dans les heures et même la journée qui suit, là, tout dépendant du cas. Sauf que le point, c'est qu'on ne peut pas atteindre l'état de bien-être sans passer par le processus de tension musculaire que représente l'activité physique. Et par rapport au processus d'harmonisation de la conscience de l'individu avec les plans de la lumière, c'est le même principe.
Donc, c'est sûr que l'ego serait intéressé d'avoir, par exemple, une capacité plus grande de télépathie que les plans de la lumière, accéder à plus de savoir, plus d'intelligence. Mais le processus qui mène à ça est pénible et contrariant. C'est pas quelque chose qui est une partie de plaisir, là, naturellement. C'est une mutation de l'ego pour l'ajuster à quelque chose d'autre. C'est comme prendre une forme géométrique pour l'amener à devenir une forme qui est totalement différente. Donc, prenons par exemple le jeu pour des enfants à bas âge, où l'enfant a à prendre une forme géométrique et pour passer, il faut que ça soit similaire à celui du bloc que l'enfant a dans les mains. Donc, c'est sûr que si, par exemple, un enfant veut faire passer un bloc carré dans une forme circulaire, puis la forme est carrée, puis elle doit devenir circulaire, ronde, pour pouvoir rentrer dans la planchette du jeu, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Qu'il y ait une mutation de la forme carrée, rectangulaire, pour qu'elle devienne circulaire. Mais là, la mutation que doit vivre cette forme-là, un peu comme l'ego, est extrêmement désagréable, puis pénible, parce que ça amène un changement. Et pourquoi que je dis que c'est désagréable et pénible? C'est-à-dire que tant que l'ego va être attaché à son identité de forme, donc si l'ego est un carré puis est appelé à devenir un rond, puis il y a de la difficulté à délaisser les mémoires qu'il y a du carré pour, à ce moment-là, s'en libérer puis adopter un autre état d'être. Donc, lorsqu'il est forgé par les plans de la lumière pour opérer une mutation interne, à ce moment-là, c'est pénible pour lui. Plus qu'il résiste au processus, parce qu'il y a un adage qui dit plus qu'on résiste, plus que ça persiste. Et c'est pas faux si on prend ça par rapport au processus de la fusion. Donc, plus que la résistance de l'ego au réel de qu'est-ce qui est appelé à être est grande, et plus que l'ego va connaître une souffrance interne qui est soutenue. Et là, il faut qu'il lâche prise. Et c'est sûr que, prenons par exemple, l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles je fais des enregistrements, c'est à des fins d'autothérapie. Puis si ça peut être utile pour certaines personnes d'écouter ces enregistrements-là, tant mieux. Mais au moins, ça m'aura été utile. Moi, en tant qu'ego, je lisais des livres là, parce que depuis un certain nombre d'années, tu as des gens dans le domaine de la croissance personnelle, ils font des livres, puis eux autres, leur objectif, c'est d'essayer d'actualiser le rapport à l'invisible de personnes pour agir sur le réel ou capter des informations. Si on pense, par exemple, à des gens qui font du remote viewing, donc des gens qui sont des visionnaires à distance d'événements, de lieux, d'endroits. Donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'en tant qu'ego, première des choses, si j'ai le désir d'être multimillionnaire, régler la situation financière pour le reste de ma vie, puis être totalement libre de travailler ou non, ou d'avoir ou non de l'argent, j'irais aller chercher les numéros de la loterie pour avoir assez d'argent pour fonctionner le reste de ma vie. Puis comme aujourd'hui, 1 million, c'est plus comme autrefois, hein? C'est plus comme il y a 30 ans. Avec l'inflation, ça n'a plus nécessairement la même valeur. J'en demanderais plusieurs millions. Bref, l'ego peut désirer avoir certaines choses, mais ça ne veut pas dire nécessairement pour autant que ça va s'actualiser. Puis des fois, il peut avoir accès à des informations qu'il ne veut pas, mais qui sont justes, qu'il va capter à distance. Et ça, c'est comme si... C'est ça qui est frustrant. C'est comme si... Je vais essayer de l'expliquer avec clarté, la frustration que je vis dans mon rapport à l'esprit, parce qu'il y a peut-être des gens qui vivent quelque chose de manière similaire. Et l'un des arts que je suis intéressé à développer, c'est celui d'exprimer les choses avec le plus de clarté et de précision possible. C'est comme si je réalise qu'il y a une dimension occulte qui existe, parce que j'ai vu des expériences en ce sens-là, mais c'est pas parce que je réalise que ça existe que ça veut nécessairement dire que je vais pouvoir me servir de l'occulte quand que je veux, à tout moment, à mon avantage, pour faire des choses. Et c'est là que ça devient un petit peu plate, parce que
Donc, si quelqu'un étudie une science physique, comme par exemple, la personne sait que si elle met de l'eau au congélateur à une température en bas de 0 degré Celsius, l'eau va se mettre à geler. Bon, mais la personne est en situation de contrôle en tant qu'égaux, parce qu'une loi physique qui s'opère, ce qui veut dire qu'elle sait très bien que si elle met de l'eau dans un congélateur, elle va faire des glaçons qu'elle va mettre par la suite dans des verres d'alcool ou des verres de des liqueurs ou peu importe. Bon, ben, elle met l'eau au congélateur, après un certain laps de temps, elle va geler. Et ça, c'est une loi physique qu'elle peut opérer. On peut faire des expériences qui sont reproductibles en laboratoire. Et donc, en lien avec ça, c'est intéressant. Par contre, pour ce qui est de l'occulte, c'est sans doute la raison pour laquelle les scientifiques, actuellement, avec une méthodologie, avec un esprit où l'individu va contrôler la matière avec l'ego, un peu comme l'expérience avec l'eau qui va geler ou l'eau qui va bouillir à 100 degrés Celsius après une certaine quantité de chaleur, ou les expériences qu'on peut faire avec des trucs directs et physiques comme l'énergie nucléaire. Bon, ben, s'il n'y a pas d'expérience reproductible en laboratoire, il y a des scientifiques qui vont dire, ben, regarde, tout ce qui touche à l'occulte, c'est de la fabulation. Puis moi, je suis obligé de dire non, il y a des réalités qui existent parce que je vis des expériences paranormales qui sont au-delà des lois de hasard ou de probabilité. Ben là, il y a des gens qui vont me dire, ben écoute, si tu vis des expériences paranormales, ben fais-en arriver une devant moi. Mais le problème, c'est que je suis obligé de dire que c'est pas si simple que ça. Mais là, si la personne se fait dire ça, elle va dire, ben là, t'es un charlatan ou t'es quelqu'un qui fabule, qui a une imagination débordante, puis tu te fais arranger certaines choses. C'est sûr que dans un esprit de transparence, ben, je peux répondre à la personne, écoute, il peut y avoir de l'interprétation qui est faite de ma part, mais en même temps, il y a des constats, dans le sens que si je suis avec une autre personne, puis la personne, dans le fond, elle m'appelle au même temps que je pense à elle, ou vice-versa, puis là, la personne a dit, c'est drôle, tu m'appelles au même moment que je pensais à toi, puis on vit cette expérience-là à multiples reprises, mais là, à un moment donné, à force de vivre ça, que l'autre confirme la même pensée au même moment, puis ça arrive plus que 2-3 fois, mais là, tu es obligé d'en venir au constat que quelque part, il n'existe qu'une réalité constituée d'un champ d'énergie qui permet à certains événements d'avoir cours plutôt que d'autres, par-delà la distance physique. Donc, que les gens ne sont pas séparés totalement, parce que si les gens étaient totalement séparés sur le plan physique, l'idée qu'une personne à plusieurs kilomètres d'une autre puisse penser à elle, puis que les deux pensent en même temps l'une à l'autre et qu'il y ait un échange téléphonique qui s'opère suite à ça, n'aurait pas lieu. Parce que à ce moment-là, la pensée ne pourrait pas voyager au-delà du plan physique, elle serait tout simplement localisée dans le cerveau, comme cherche à nous le présenter la science matérialiste. Donc, c'est sûr que tout ça est extrêmement délicat, parce que dans le fond, l'opérationnalité de l'esprit, écoutez, est-ce que, puis des fois je suis obligé de me questionner à savoir, est-ce que c'est vraiment moi qui fais arriver les choses, ou c'est tout simplement l'esprit qui fait arriver des choses, puis moi, en les réfléchissant, je les prends comme personnel. Comme l'idée de parler avec une autre personne par téléphone, je reviens souvent à cette expérience-là depuis tantôt parce que, bon, c'est une expérience que plusieurs personnes m'ont partagé avoir vécue. Donc, si je ne suis pas la seule personne à vivre ça, puis il y en a plusieurs, ben là, on est obligé de prendre ça en considération. Donc, c'est pour ça que je fais allusion à celle-ci en particulier là, depuis un bon bout de temps. C'est que si ça arrive plusieurs fois, ben c'est sûr que en tant qu'ego qui se réfléchit, je peux dire j'ai l'idée en tête d'appeler l'autre personne, puis c'est ma pensée à moi en tant qu'ego, qui va se rendre à l'autre personne, qui va faire que la personne m'appelle au même moment que je pense à elle. Mais si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, que c'est pas nous autres qui pensent, comme l'a déclaré entre autres Bernard de Montréal, ben là, écoutez, puis la pensée, si on la prend d'une manière totalement impersonnelle, ça veut dire que je reçois la pensée d'appeler telle personne. La pensée ne vient pas de moi, je fais juste la canaliser pour qu'une communication s'installe. L'autre personne reçoit la même pensée, puis on se parle en même temps.
Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de libre arbitre. Ce n'est pas un mouvement de l'ego, de mon ego vers l'autre ego pour qu'il y ait un contact téléphonique qui s'établit. C'est tout simplement que je suis réceptif à l'idée qu'un contact téléphonique doit s'établir, une communication. Puis là, la communication s'établit. Donc, c'est plus un état de disponibilité. Donc, l'ego n'est pas à l'origine de ça. Et l'ego qui croit être à l'origine de ça, ben, il peut nourrir un faux orgueil, un faux sentiment de puissance, alors qu'en réalité, il fait juste subir une condition qui est au-delà de lui, ce qui l'amène à réaliser que quelque part, il n'y a pas le contrôle sur l'origine, la source de l'événement. Et là, à ce moment-là, il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement puis poser la question, à quoi ça sert de faire des études occultes, d'étudier son rapport à l'esprit, au plan de la lumière, si on n'est pas à l'origine de notre rapport à cette réalité-là, puis que quelque part, l'ego, il va à quelque part avoir composé avec des réalités qui lui sont amenées ou encheminées. Ben, la réponse est la suivante. C'est que l'ego est appelé à un moment donné à composer d'une manière plus transparente avec la nature du réel, puis accepter ce qu'il est, sans se créer d'illusions. Puis de voir la fonction, par exemple, d'un échange téléphonique qui peut servir à hausser un taux vibratoire, ça peut être intéressant à l'ego qui réalise l'utilité de quelque chose qui lui échappe, mais qui peut participer à son développement puis son épanouissement. Autrement dit, au lieu que l'ego vive un sentiment d'aliénation, qu'on le dépossède d'une partie de sa liberté parce qu'il reçoit la pensée qu'il a à communiquer avec une autre personne et que l'autre personne le téléphone, donc en réalisant que l'idée de parler à l'autre personne ne vient pas de lui, mais qu'elle lui est plutôt acheminée dans le mental, de réaliser ça, mais qu'en réalisant simultanément que la communication sert à lui amener à faire des prises de conscience et de voir des aspects de lui-même qu'il ne voyait pas autrement, des angles morts, donc un peu comme en voiture. Lorsqu'on se déplace en véhicule, c'est facile de regarder en avant et en arrière, mais de regarder sur le côté, c'est pas évident. Et d'avoir la perspective d'une personne à l'extérieur de soi alors qu'il y a des aspects de nous-mêmes qui nous sont voilés, ça devient pertinent, d'où le fait que des partenaires de la parole, en anglais « talking partner », ça peut être utile. Ben, c'est sûr que ça peut avoir une fonction dans l'ego d'ajustement tant aussi longtemps que son contact direct avec la source, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique, ne lui permet pas d'être ajusté totalement. OK, c'est intéressant. Tant que l'ego résiste à une partie de sa source, ben la source, l'esprit doit passer par un individu interposé pour lui communiquer de l'information qu'il ne veut pas nécessairement entendre. Et pourquoi l'ego ne voudrait pas entendre certaines informations de l'esprit? Ben parce que ça ne lui fait pas plaisir, puis parce que ça l'amène à réaliser qu'à quelque part, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Alors que l'ego, tant aussi longtemps qu'il est sous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa vie et d'avoir l'illusion d'être aux commandes de sa vie, donc l'illusion du libre arbitre. Et pourquoi que l'illusion du libre arbitre doit un jour prendre fin? Ben parce que l'ego est appelé à devenir réel et tant qu'il vit en fonction d'une illusion, il n'est pas totalement réel dans sa conscience et sa conscience n'est pas totalement transparente. Par contre, ce que ça me dit en même temps, c'est que c'est bon que temporairement l'ego ait l'illusion d'avoir un libre arbitre parce que s'il serait exposé trop rapidement au réel d'une manière prématurée, il pourrait sombrer dans un état dépressif ou un état de folie. Donc, autrement dit, l'illusion du libre arbitre, ça l'a protégé par rapport à une intégration trop rapide et trop grande d'énergie par rapport à sa capacité de contenance. Donc, avant d'être capable de compter le réel pour ce qu'il est, il est intelligent qu'il vive certains chocs, certains ajustements énergétiques qui vont bousculer sa structure pour qu'elle se reconstruise plus forte et plus ajustée au réel de qu'est-ce qui est appelé à être avec le temps. Donc, qu'il se dépollue, qu'il se dépouille des formes désuètes qui lui ont été utiles d'une manière transitoire pendant une partie de son existence. Bon, est-ce que j'ai quelque chose à espérer de la vie? La réponse, c'est non. Est-ce que je devrais passer du temps à vouloir opérer l'invisible dans le sens de créer des expériences reproductibles en laboratoire par rapport à des capacités psychiques? La réponse, c'est non. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'expériences comme ça qui se font, qui sont concluantes ou satisfaisantes ou qui fonctionnent tout le temps,
À ce moment-là, ben, les gens au niveau de la masse n'auront pas nécessairement des preuves qui vont les satisfaire que les visibles existent. Fait qu'ils vont soit dire que ça n'existe pas, ou sinon ils peuvent y croire d'une manière aveugle. Là, ça me répond, ben c'est pas ton problème. Occupe-toi de toi dans ton rapport à l'invisible. C'est sûr que des gens, comme il n'y a pas d'expérience reproductible, ben, ils vont dire que c'est tout de la folie. C'est tout de la fabulation. L'esprit, ça n'existe pas. Les gens qui disent communiquer avec l'esprit, en réalité, c'est des gens qui vivent une forme de schizophrénie, où ils vont entendre des voix. Donc, ça peut être lié à un problème de santé mentale. Puis ce que ça me répond, c'est que l'esprit n'a rien à leur prouver. Mais si l'esprit a à se manifester à eux, il va se manifester. Puis ces gens-là qui peuvent croire que les gens qui disent entendre des voix fabulent, ben lorsqu'ils seront confrontés à entendre eux-mêmes des voix ou que ça leur parle intérieurement, ils n'auront d'autre choix que de constater la communication interne qui leur est imposée malgré eux. Donc, si quelqu'un, par exemple, à 2 heures du matin, la personne ne s'intéresse pas à la physique, puis ça y parle abondamment de physique, puis elle lit pas de livre par rapport à ça, ben, à un moment donné, elle va être appelée à se poser des questions, ou ça y parle en espagnol, puis elle ne sait pas parler en espagnol, donc ça y parle dans une langue qui ne lui est pas familière, puis elle a vu quelque chose, ben, elle va être appelée à se poser des questions, mais sans vivre des chocs aussi drastiques. Si la personne, ça y arrive à plusieurs fois qu'elle se fait appeler par téléphone par une autre au même moment qu'elle y pense, ben elle va commencer à se poser la question, coudonc, est-ce que la télépathie, ça existe? Est-ce que la synchronicité, ça existe? Donc l'esprit peut y aller quand même plus en douceur que d'exposer la personne à des extraterrestres qui lui apparaissent pendant son sommeil dans sa chambre, là, naturellement, ou des expériences un peu plus intenses. Mais le point, c'est que si la personne a à vivre des expériences de nature occulte pour changer son paradigme, sa vision du monde, parce qu'elle pense que c'est toute de la fabulation, ce qui a trait à la voyance, la médiumnité, l'occulte, puis c'est tout des gens qui, à quelque part, vont connaître un problème de santé mentale, donc un état dissociatif interne lié à un dysfonctionnement du cerveau ou des lésions à l'interne du cerveau entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui empêchent une bonne connexion neuronale entre les deux, qui crée une illusion de dissociation dans les perceptions qui sont répertoriées par la dimension consciente de l'individu associée au fonctionnement du néocortex qui réfléchit et évalue son expérience. Ben, c'est sûr que la personne, lorsque ça lui donne des informations qui ne sont pas localisées dans son environnement, qui sont acheminées dans la conscience, alors que, dans le fond, la personne, elle n'a pas cherché ça, ben... elle est obligée de conclure qu'elle a accès à des trucs qui sont au-delà du cerveau. Si la personne pense à une autre qui est en Europe, à des milliers de kilomètres de distance, alors qu'elle est en Amérique, et vice-versa, ben là, quelque part, elle est obligée d'emmener à la conclusion que la pensée n'est pas localisée par le cerveau, ou la pensée n'est pas sécrétée par son organisme, comme son estomac peut sécréter des sucs gastriques pour amener la digestion des aliments dans l'organisme. Donc, tôt ou tard, ce que ça me dit intérieurement, là, c'est que la compréhension que la conscience n'est pas localisée dans le corps biologique va venir au moment opportun lorsque l'esprit le décide. C'est pas l'ego, c'est pas l'individu. Ce qui fait en sorte que tant que l'ego a le désir de convaincre une autre personne que la pensée n'est pas localisée, qu'il est possible de vivre des expériences paranormales, c'est une perte de temps parce que si l'autre n'est pas mis en vibration pour vivre de telles expériences qui lui confirment la véracité de ses propos, ben, à ce moment-là, ce type de propos-là, il ne servent à rien. Ça n'entrera pas en résonance avec le vécu de l'individu. Par contre, si une personne a mis en vibration pour parler d'expériences paranormales à un autre et est supportée par l'esprit, c'est parce qu'à quelque part, le temps est venu que l'ego soit exposé à des données intellectuelles en ce sens, ou des données vibratoires en ce sens, pour que une personne puisse intégrer son vécu en relation avec sa contrepartie de l'esprit qui cherche à établir le contact. Et le contact entre
un ego puis un esprit, ça peut être des choses comme l'expérience du téléphone auquel je fais allusion. Personne pense à l'autre ou elle reçoit la pensée d'appeler une autre personne puis l'autre l'appelle en même temps. Ça peut être un échange de courriel, ça peut être un échange sur Facebook. Hein? La conscience s'adapte aux moyens modernes de communication qui servent d'interface. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, le point, c'est que chaque chose vient en son temps. Puis c'est pas l'ego qui décide que, parce que je vis des expériences paranormales, que tout le monde doit savoir que les expériences paranormales existent et que, à ce moment-là, l'esprit doit être mis au pas pour amener des expériences qui sont reproductibles en laboratoire, comme par exemple avec le jeu de cartes de Zener, avec des symboles, des logos, des motifs, pour que ça fonctionne à chaque fois. Donc, et de composer avec le fait qu'à un certain moment donné, il y a beaucoup d'informations qui peuvent nous descendre dans le canal pour communiquer des choses à une personne. Puis le lendemain, là, zéro pin barre. Il n'y a rien que ça nous dit intérieurement pour parler avec une personne. Puis si on tente de lui communiquer de l'information, on va répéter du mémoriel qu'on a vécu. On va vouloir forcer la note. Puis si on veut forcer la note, ben c'est quoi? C'est qu'on ne canalise pas la source, mais on va canaliser l'astral qui va nous amener à dire des choses à la personne pour lui faire plaisir ou se faire plaisir, hein, puis se croire important. Donc, c'est pas l'ego qui décide. Autrement dit, le médium ou le canal de l'esprit qui le fait réellement, il le fait parce qu'il reçoit l'information de l'esprit au moment où il fait que c'est intelligent qu'il le fasse. Mais le jour où il n'y a pas la vibration de communiquer, il ne faut pas qu'il communique. Puis s'il force pour communiquer, ben ça va communiquer n'importe quoi à travers lui parce que si c'est pas l'esprit qui descend, ben ça peut être l'astral. Hein? La nature horreur du vide, ben c'est quoi qui va arriver? Ben ça va être l'astral qui va se déverser en son sein, puis là la personne va dire n'importe quoi à l'autre individu. Puis ça, c'est subtil, puis c'est très frustrant parce que c'est pas l'ego qui décide c'est quoi qu'il dit à telle autre personne. Puis à un moment donné, ben en tant qu'ego, il peut vouloir parler, puis ça parle pas. Puis à un moment donné, il veut pas parler, puis tabarnak. Ça peut être très contrariant, ça y parle de dire telle chose à telle personne. Puis là, à un moment donné, il peut dire, ben écoutez, là, les plans de la lumière, là, branchez-vous, je parle-tu ou je parle pas? Puis là, ça peut y répondre, ben tu peux y parler certaines choses à tel moment parce qu'il est prêt, mais tel autre moment, il est pas prêt. Puis c'est nous autres qui le sait quand il est prêt, puis c'est pas toi parce que c'est pas toi quand il réfléchit qui va être capable d'analyser les situations avec suffisamment d'adéquation et de compréhension pour savoir s'il est vraiment prêt à recevoir telle chose. Tu as juste à recevoir le signal de notre part de communiquer ou pas communiquer, puis d'agir avec ça. Tu n'as pas à te casser la tête puis à réfléchir. Donc, voilà les enjeux auxquels l'individu qui canalise l'esprit peut être confronté, puis c'est sûr que ça amène à contenir du temps parce que quelqu'un peut être en contact avec une autre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Puis là, ça dit telle personne, tu n'y parles pas présentement. OK. La personne n'y parle pas. Puis là, 2 jours après, ça dit intérieurement, ben là, c'est le temps que tu y parles. Ben là, la personne peut dire, écoutez, décidez-vous, là, vous me disiez que vous voulez pas, là, vous voulez, c'est quoi que vous voulez? Là, ça peut y répondre chaque chose en son temps. À un moment donné, ça peut être utile de parler à quelqu'un, puis un autre non. Puis là, à ce moment-là, l'ego se sent téléguidé dans faire telle chose à tel moment plutôt qu'à tel autre moment. Puis ça peut être très frustrant parce que l'ego a le sentiment de ne pas être aux commandes de sa vie. Puis qu'à quelque part, il est dans une situation d'exécution sur le plan matériel. Mais en même temps, l'ego doit réaliser qu'à quelque part, l'intelligence de l'esprit est plus vaste que celle de son intelligence réflexive. Et lorsqu'il se trouve à cette intelligence-là et qu'il l'intègre, à travers le processus de la fusion, ça devient une intelligence commune qui lui amène à réaliser qu'à quelque part, lorsqu'il est ouvert à elle et qu'il est totalement en unité, que c'est intelligent, tel moment c'est intelligent, c'est vrai, que j'y parle pas, puis tel autre moment c'est intelligent que j'y parle, parce qu'entre-temps, la personne a la mesure vibratoire que l'autre a vécu un choc énergétique dans sa vie, qui va faire que cette personne-là va être plus réceptive à son propos. Autrement dit, si la personne vit un choc important comme une perte financière majeure ou une perte d'emploi, ben ça peut être plus pertinent de lui parler dans 2 mois plutôt que maintenant parce que en ayant intégré le choc de l'événement, ben la personne va être plus disponible à intégrer quelque chose qui lui sort de sa zone de confort parce qu'elle a été déstabilisée, puis elle a été amenée à s'ouvrir à autre chose et à apporter des changements dans sa vie et faire en sorte qu'elle est moins orgueilleuse.
Donc, c'est sûr que si quelqu'un perd un montant important d'argent dans sa vie ou qu'elle perd son travail et qu'elle doit se redéfinir parce qu'elle est confrontée à une crise sociale majeure, à ce moment-là, elle ne peut pas être autant orgueilleuse qu'autrefois parce que ça s'attache trop à une forme passée qui est plus viable. Donc, un métier, par exemple, qui n'est plus d'actualité dans le cadre d'une crise majeure comme une pandémie. La personne, quand même qu'elle voudrait pratiquer son métier, si les circonstances de contraintes sanitaires ne le permettent pas, c'est de l'acharnement qui n'est pas nécessairement thérapeutique. Ce qui fait qu'il faut qu'elle soit disponible à l'intelligence créative qui peut lui amener à recevoir une information pour se redéfinir intelligemment dans une situation de crise pour faire autre chose. Et si le but, c'est que l'individu évolue, les plans de la lumière vont l'allumer sur faire quelque chose qui va être plus ajusté à sa vibration dans le cadre de son intégration évolutive de sa contrepartie cosmique de nature éthérique. Autrement dit, le changement va le servir pour connaître des ajustements plus vibratoires, puis ça se peut que la personne, une fois que la crise sera terminée, ou elle a dû abandonner un emploi pour en commencer un autre, va réaliser que finalement, c'est intelligent qu'il y ait eu ce changement-là d'emploi parce que ça m'a amené à faire telle prise de conscience, telle prise de conscience, telle prise de conscience, ce qui fait en sorte que la personne est plus dans un état d'unicité avec sa source, et ce qui est la finalité du processus évolutif. Donc, autrement dit, la contrainte que représente la crise à ce moment-là aura été utile pour recadrer l'ego à être ce qui est appelé à être en tant que finalité évolutive. Donc, voilà le point. Autrement dit, il peut y avoir de l'intelligence dans la contrainte, alors que l'ego peut trouver tout simplement frustrant et contrariant la contrainte. Mais il peut y avoir de l'intelligence derrière ça. Il peut y avoir même de l'intelligence dans les informations que l'ego peut vivre. Parce qu'à ce moment-là, ça peut l'empêcher, en étant désinformé de par l'occulte, d'être dans un état de naïveté et de croyance. Donc, tout peut servir dans un certain sens. Et c'est la raison pour laquelle l'ego a développé son esprit critique. Mais en même temps, c'est pas parce qu'une personne ne vit pas une expérience de nature paranormale que le paranormal n'existe pas. Et c'est pas parce qu'une autre personne vit une expérience paranormale qu'elle a à convaincre les autres qui n'en vivent pas que ça existe. Donc, voilà ce qui m'est passé dans le mental dans les derniers instants. Donc, je vais compléter comme ça l'enregistrement. Et écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je salue plus particulièrement les gens qui m'écoutent un peu partout dans le monde, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, en Suisse, à l'île également de la Réunion, aussi en Afrique, parce qu'il y a une partie de la francophonie qui se trouve en Afrique, en plus d'au Québec, et aussi quelques individus aux États-Unis, ou dans le reste du Canada, qui parlent aussi français, parce qu'il y a des individus qui sont bilingues, là, notamment là, en Ontario. Donc, je salue naturellement l'ensemble de la francophonie et je salue plus particulièrement les gens qui s'éveillent un peu partout dans le monde, par-delà la barrière que peut représenter la langue composée de formes. Je l'ai mentionné aux gens qui auront apprécié l'écoute de cet enregistrement. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Et si vous l'avez déjà fait, vous êtes bienvenus aussi de le faire de nouveau. Donc, vous allez avoir mes coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent là, dans cette optique. Donc, mes coordonnées là, par rapport à PayPal et également le service de paiement sécurisé qui est Interac, qui permet aux gens, là, entre autres au Canada, de faire des virements d'argent là, d'une personne à l'autre. Et pour ce qui est de PayPal, eh bien, vous pouvez me faire un virement du montant de votre choix à David Lévesque Supra à commercial@hotmail.com qui est mon adresse courriel là, qui est rattachée à mon compte. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.